bonjour à tous. Mon nom est Lamine Medri. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans votre nouvelle émission Contact Algérie. Donc, c'est une émission qui va s'intéresser à notre communauté algérienne au Canada. Pour notre première émission, nous aurons le plaisir de parler avec Mohamed Sultan Guéroud, un cadre algérien qui s'est installé récemment à Toronto. Il va partager avec nous son expérience et donnera des astuces aux nouveaux arrivants. Donc, on vous dit à tout de suite. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Mohamed Sultan Guéroud. Monsieur Guéroud, comment allez-vous aujourd'hui? Super, très bien. Un peu fatigué après un long trajet, mais ça va. Écoutez, ravi de vous avoir avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Donc vous êtes vous-même nouveau arrivant. Donc ça fait 2 ans que vous êtes ici. Exactement, oui. Ça fait un peu moins que 2 années que je suis là. Oui, je suis toujours nouvel arrivant. D'accord, super. Donc vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Donc vous aidez les gens, notamment la communauté nord-africaine et algérienne. Donc vous-même vous êtes algérien, à un peu comprendre les rouages du marché de travail. Vous donnez des astuces. Vous essayez à aider les gens à s'installer correctement au Canada. Mais cette fois-ci, donc vous le faites plutôt dans le côté anglophone. Donc traditionnellement, on parle historiquement, on va dire les communautés francophones nord-africaines s'installent plutôt au Québec, vu notre histoire commune avec la langue française. Donc, comment vous expliquez ce changement de cap durant les dernières années? Alors absolument, Lamine. Donc tout d'abord, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné l'honneur de faire partie du premier numéro de l'émission Sphère francophone. Et donc oui, pour revenir sur mon activité sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu pour combler une sorte de vide ou plutôt transmettre aux gens une sorte d'expérience réelle. Donc ce que je transmets aux gens, c'est ce que moi j'ai pu vivre par moi-même ou ce que j'ai pu apprendre au cours du chemin. Pour revenir à la nouvelle tendance de bouger vers des provinces anglophones, donc disons qu'il y a eu un changement dans le mindset de l'immigrant francophone qui s'installe au Canada. Historiquement, les francophones avaient tendance de s'installer au Québec. Les premiers immigrants francophones, que ce soit d'Algérie ou des autres pays d'Afrique du Nord, s'installaient essentiellement à Québec pour des considérations linguistiques en premier lieu et en deuxième lieu, vu les facilités que le Québec offrait à une certaine époque pour couvrir une sorte de manque qu'il y avait dans la main-d'œuvre en faisant appel à de la main-d'œuvre qualifiée francophone de toute catégorie, de toute discipline confondue. Avec le temps, et cette tendance peut-être a pris place après la mise en place du programme Entrée Express par le gouvernement canadien en 2015, oui, qui visait un peu à faire contrepoids avec le flux d'immigration qui se dirigeait essentiellement vers le Québec, parce que comme on sait tous, l'Entrée Express, elle concerne tout le Canada sauf le Québec. Oui, effectivement. Donc, ça vise à s'installer essentiellement dans des provinces anglophones. L'immigrant francophone, avec le temps, peut-être qu'il a pensé à tenter quelque chose de nouveau, aller vers des provinces anglophones en dépit du challenge linguistique ou du challenge culturel, mais de tenter un peu quelque chose de plus dynamique. Les derniers temps, on voit beaucoup d'Algériens qui ont la tendance de venir s'installer à Ontario et viser même les grandes métropoles telles que Toronto ou sa région, ou même à Ottawa. Et c'est expliqué, c'est largement expliqué parce qu'il ne faut pas oublier que la province de l'Ontario représente à elle-même environ 30% du marché de travail canadien. Et si on veut parler de Toronto spécifiquement, à elle seule, elle représente 60% du marché de travail ontarien. Donc c'est une ville qui est vraiment pleine d'opportunités, c'est une ville qui est vraiment pluriculturelle, c'est une ville là où on trouve des gens de toutes les origines, ce qui facilite, contrairement à ce qu'on peut imaginer en étant loin, ce qui facilite vraiment l'intégration. Parce qu'intégrer dans un milieu là où tout le monde presque est étranger, ça facilite vraiment. Donc dernièrement, et sur mes réseaux sociaux d'ailleurs, je reçois beaucoup de contacts de gens qui s'installent ou qui s'apprêtent à s'installer à la région de Toronto. Moi je trouve ça vraiment très ambitieux, j'encourage vraiment ça. Parce que moi je pars du principe et je dis que si on a quitté notre pays, il vaut mieux hausser la barre des attentes et hausser la barre des ambitions et viser vraiment haut.
Donc viser haut, mais avoir une vision aussi réaliste des choses. Donc dans votre chaîne YouTube, vous parlez aussi des défis. Vous essayez de casser un peu l'illusion que certains immigrants ont concernant le Canada, concernant le rêve canadien. Donc c'est pas tout rose. Donc parfois il y a des difficultés à surmonter. Donc vous disiez que d'un côté il y a une volonté claire du gouvernement fédéral à diversifier les régions anglophones. Donc le gouvernement fédéral veut avoir des communautés francophones dans les provinces telles que l'Ontario, le Winnipeg, Saskatchewan. Donc les gens doivent regarder de l'autre côté et s'ouvrir un peu. Mais selon vous, donc il y a plein de difficultés. On peut parler de beaucoup de choses, mais j'aimerais commencer par le marché de travail. Les gens viennent ici pour de meilleures opportunités économiques et professionnelles. Donc vous-même, vous étiez cadre en Algérie. Donc vous avez un long parcours dans le secteur automobile. Vous avez été directeur, manager. Donc vous avez occupé des responsabilités belle époque. La belle époque. Vous avez des responsabilités assez importantes quand même. Et quand les gens viennent au Canada, donc c'est inévitable parfois, donc à quelques exceptions, de recommencer ou de subir, on va dire, une régression, pour ne pas dire un déclassement professionnel. On va parler d'une régression, ou si on veut parler d'une renaissance professionnelle. Donc comment les gens gèrent ça? Donc ça fait partie de casser l'illusion du rêve canadien, parce que c'est un rêve qui se concrétise, mais en même temps, il y a tout un chemin, tout un parcours, un processus à faire. Tout à fait. Alors, le rêve canadien, comme tu viens de dire, Lamine, oui, tout à fait. C'est le fruit d'une longue période de patience, d'une longue lutte, mais c'est un choix à faire aussi. Oui. Je ne vais pas dire que c'est tout rose, que c'est tout facile dans l'absolu, et je ne vais pas non plus noircir la chose. Oui. Paradoxalement, l'exigence en termes d'expérience professionnelle pour les candidats à l'entrée express ou aux autres programmes d'immigration, elle est là. On exige à ce que les gens aient un minimum d'expérience à partir d'un certain niveau pour pouvoir être éligibles à participer dans les programmes d'immigration. Mais une fois ce nouvel arrivant arrive ici au Canada et s'installe et fonce dans le marché du travail, il n'a pas vraiment des offres ou des opportunités à la hauteur de son expérience. Je viens de rencontrer des gens, mais c'est incroyable. Je viens de faire la rencontre d'un ancien CEO d'une compagnie de télécommunications dans un très grand pays d'Afrique, un bonhomme qui est super qualifié. Et quand il m'a dit, en arrivant ici, j'ai commencé dans un call center, je suis tombé des nues. Mais après, il y a des explications. Et il y a aussi une façon comment positiver la chose. Exactement. Ou comment contourner la chose. Exactement. Et je vais détailler un peu ce point. Donc, l'explication, c'est que déjà, il y a une divergence culturelle entre le milieu d'entreprise ou le milieu professionnel nord-américain et nord-africain, que je préfère plutôt dire européen, parce qu'on est beaucoup plus influencé par la culture européenne dans l'entreprise nord-africaine en général. Il y a une sorte de divergence culturelle, il y a une sorte de non-compréhension du milieu. Donc, une adaptation est très nécessaire pour la personne qui vient s'installer au Canada. Comprendre le mindset du manager, comprendre le mindset du travail d'équipe, comprendre le mindset du client pour les gens qui ont affaire à des clients, comment réfléchit le client canadien, il s'attend à quoi, il attend quoi, il espère quoi, il refuse quoi, il rejette quoi. Tout ça, ça prend du temps. Donc, quand j'ai affaire à un directeur commercial ou un commercial qui était en Algérie et qui vient ici, ça serait juste, je préfère choisir le bon mot, ça serait juste agressif pour lui, ou plutôt agressant pour lui, de le mettre dans un poste d'un certain niveau, alors qu'il ne connaît pas le marché. Il ne connaît pas le client, il ne connaît pas le produit, il ne connaît pas l'environnement. Ouais. Il ne pourra jamais réussir. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que donc il y a définitivement des codes implicites et explicites qui sont différents entre le marché, par exemple, marché de travail en Algérie et au Canada. Et si quelqu'un vient ici, on le met dans un poste assez élevé,
peut-être c'est une façon de le faire échouer parce qu'il n'est pas encore prêt psychologiquement, Absolument. mais aussi au niveau de l'environnement, il ne s'est pas imbibé de la culture locale. Absolument. Donc commencer dans un centre d'appel, c'est une bonne chose. En C'est pas soi. fatal. C'est pas fatal. Commencer dans un centre d'appel, ça ne veut pas dire qu'on est voué à rester dans le centre d'appel. C'est une façon Exactement. d'apprendre Exactement. et de s'adapter. Donc il faut prendre le temps de s'adapter et de réfléchir à ce qu'on aimerait faire. Beaucoup de gens viennent ici, font des conversions professionnelles aussi. Tout à fait. Donc c'est très intéressant. Ok. Exactement. Donc j'aimerais un peu. Je souhaiterais Oui. rebondir Oui. sur l'histoire des centres d'appel, si tu permets, Lamine. Même ça, si c'est inévitable, il faut le faire intelligemment. D'accord. Comment le faire intelligemment? Je viens et je suis condamné à commencer, je donne encore une fois l'exemple du Condamné, service c'est un à la bon mot, clientèle. oui. Je viens et je suis voué à commencer Ouais. dans le service à la clientèle. Ouais. Il faut que je pense à demain. Oui. Ok, je commence. Si je suis voué à commencer à ce niveau et à ce poste, pourquoi ne pas le commencer dans une grosse entreprise? D'accord. Parce qu'une grosse entreprise, un jour ou l'autre, ça va présenter de grosses opportunités. Oui. Ça aussi, c'est un truc à prendre en considération. Commencer, on est dans l'urgence de venir ici après des mois de dépenses durant la procédure et on a ramené avec nous nos dinars, si on peut le dire, mais on ne va pas survivre longtemps avec ça. Oui. On a besoin d'avoir un revenu. Dans la précipitation, on va se dire, OK, la première opportunité qui va s'offrir, je vais y aller. C'est une très bonne chose. Ça, c'est la réflexion logique. Mais il ne faut pas rentrer dans la zone de confort et se contenter de ça et y rester. Ouais. Commencez au sein d'une grosse boîte, dans un petit poste. Un jour ou l'autre, quelqu'un va venir, va regarder votre CV et va dire oui, ça, on en a besoin quelque part. Tu auras l'opportunité d'être ce qu'on appelle un problem solver. Oui. Tu pourras un jour résoudre un problème et un jour quelqu'un va te dire mais comment tu sais faire ça? Tu vas leur dire moi j'ai fait ça pendant des années dans mon pays. Oui. Si aujourd'hui je travaille dans ce poste, ça ne veut pas dire que je ne connais pas autre chose. Et un jour, on s'en souviendra. Et un jour, on va revenir vers toi. Tu as de la mobilité interne déjà au sein de la compagnie et tu as même des possibilités de mobilité horizontale. Donc bouger d'un poste vers un autre, même si on ne va pas monter dans les responsabilités. Bouger d'un poste vers un autre, c'est de l'expérience. Ça nous permet de se positionner Absolument. éventuellement pour de meilleurs postes. Ouais. Absolument. Je connais des gens qui ont passé des années, de longues années, dans une certaine spécialité en Algérie. Ils sont venus ici, ils ont commencé dans un poste, et après ils sont allés carrément vers une sorte de conversion. Oui. Ils ne sont plus revenus au domaine dans lequel ils ont travaillé en Algérie. Parce qu'ici, ils ont découvert autre chose. Ils ont découvert d'autres horizons. Oui. Ils ont découvert qu'ils peuvent faire autre chose. Donc, c'est ça l'avantage de travailler pour une grosse entreprise. Et crois-moi, Lamine, c'est pas ça qui manque au Canada. Effectivement. Les grosses entreprises, mais vraiment, c'est pas ça qui manque. Il y en a. Et il y en a des opportunités. Surtout pour les bilingues. D'accord. Si on regarde les offres d'emploi qui sont sur le marché officiel, je ne parle pas du marché qu'on ne voit pas, Le le marché marché caché, on en reviendra. Oui. Sur le marché officiel, si le poste n'est pas bilingue dans son intitulé, si on va dans la description, on va voir que être bilingue est un plus. D'accord. Et là, je parle encore une fois des provinces anglophones. D'accord. Donc, notre bilinguisme, c'est notre cheval de bataille. C'est notre premier cheval de bataille. Ça nous aide en tant que francophones. Exactement. Donc ça sert comme un tremplin pour de meilleures opportunités. Donc vous, ce que vous faites, c'est que vous invitez les gens à ne pas regarder ça comme une régression professionnelle, mais plutôt comme une période d'adaptation, un passage obligatoire pour pouvoir d'un côté comprendre le marché, se poser les bonnes questions, avoir des réflexions sur son parcours professionnel, et éventuellement soit monter, soit se reconvertir professionnellement, soit retourner aux études. Donc plusieurs opportunités s'offrent à vous, mais il ne faut pas regarder ça d'un point de vue négatif, parce que ce travail-là va vous permettre d'éventuellement découvrir le marché, mais aussi d'avancer. Si on prend l'exemple d'une grande entreprise, par exemple une banque, vous commencez dans le centre d'appel, vous faites des mouvements latéraux, vous allez apprendre plusieurs produits. Avec le temps, vous allez pouvoir monter superviseur, manager et éventuellement directeur. Donc, vous allez revenir là où vous étiez dans votre pays d'origine. Il ne faut pas, il faut pas avoir une vision négative des choses. Il faut prendre le temps. Mais
moi j'aimerais dire, c'est pas tout le monde qui connaît ces choses-là. Donc par exemple, si quelqu'un il vient, il essaye, il veut établir un plan, il veut avoir une vision stratégique de sa carrière. Où est-ce qu'il peut aller? Est-ce que c'est sur Internet ou est-ce qu'il y a des centres d'orientation qui peuvent leur dire les choses que vous dites? Alors oui, Lamine, il y a des centres d'orientation et les gens qui sont en Algérie et qui s'apprêtent à s'installer, ils peuvent prendre contact avec des organismes qui sont spécialisés. Il faut juste faire les bonnes recherches. Il faut sortir des organismes classiques qui sont là aussi pour aider les nouveaux arrivants pour leur installation, que ce soit des organismes d'appartenance communautaire ou des organismes d'appartenance linguistique tels que les organismes francophones par exemple. Il existe plein d'autres organismes qui peuvent aider les gens, qui peuvent les orienter, qui peuvent leur montrer ça. Mais de ma propre expérience, la mienne, et de la propre expérience de beaucoup de gens proches que je connais personnellement, 80% du travail, tu le fais par toi-même. Tu ne peux pas compter sur les organismes à 100%. Pour les organismes, ok, ils sont là, ils aident, mais ils ne vont pas faire le travail à ta place. Il y a un grand effort aussi qui se fait à notre niveau. Est-ce que tu veux qu'on parle du réseautage? Oui, effectivement, oui. Si on parle du réseautage, quand on mentionne le mot réseautage, les gens, la première chose qu'ils vont imaginer, il va te dire, ok, il y a un événement de réseautage, je vais aller y participer, je vais sortir avec un job. Et ça, c'est faux. C'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent. Parce que le réseautage, c'est pas quelque chose qui existe dans les pays. Non, on peut parler peut-être parce qu'il y a des gens qui apparentent le réseautage à du népotisme. C'est pas vraiment ça. Pas du tout. Donc, mais c'est pas une culture qu'on a dans nos pays d'origine. Donc, pour vous, aller dans un événement de réseautage, c'est quoi? C'est quoi en fait? Aller dans un événement de réseautage, c'est aller connaître les gens et se faire connaître. Okay. Le plus important, c'est pas ce qui se passe durant ce cocktail de réseautage ou ce petit déjeuner de réseautage ou ce dîner ou déjeuner de réseautage. Le but, c'est pas d'aller manger et boire et dire bonjour aux gens. Ouais. Je suis un produit, je vais aller me vendre. Mais je vais pas aller décrocher un job. Si je pars avec l'idée que je vais sortir de cet événement avec un job dans la poche, il vaut mieux que je reste chez moi. Parce que je serai déçu. Mais par contre, si je vais connaître les gens, savoir qui fait quoi et maintenir le contact. Et ça, c'est la partie la plus importante. Oui. C'est un problème culturel. Nous avons un problème de ne pas maintenir le contact avec les gens. On connaît les gens, mais on les oublie vite. Oui. Et ils finissent par nous oublier eux aussi. Oui. Donc, quel est le suivi à faire après un événement de réseautage? Envoyer un petit email de remerciement au bout de 2-3 jours, par exemple. Rajouter ces personnes à mon réseau LinkedIn, qui est mais vraiment un outil très principal et très nécessaire dans la vie professionnelle ici au Canada. Parce que ça aide à connaître les gens et ça aide à se faire connaître aussi. Et ça, c'est très important. Je suis sur LinkedIn, les gens sont là, je les ai rencontrés, je les ai invités, maintenant ils font partie de mon réseau, maintenant on fait partie du même réseau. Maintenant, il faut que je m'ancre dans leur subconscient. Donc ils sont là, ils sont en train de poster des... Aujourd'hui on est à l'ère du numérique, donc la réflexion classique, traditionnelle, il faut sortir il faut réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit. Oui. Donc la personne elle est là, elle a fait un post, elle a partagé une publication, je lui fais un commentaire, même si le post ne m'intéresse pas vraiment à 100%. Mais je suis là, au moins la personne elle me voit, je maintiens le contact. J'essaye d'exploiter le réseau de mon réseau. Entrer en contact avec les contacts de mes contacts, voir ce que les gens publient. Et je reviens à ce que tu as dit précédemment, Lamine, sur le marché de travail caché. Oui. C'est ça le marché de travail caché. C'est quand je sais que mon entreprise va recruter et ils vont publier le poste dans une semaine et je te donne l'exclusivité, je t'appelle, je te dis Lamine, envoie-moi ton CV. Je vais te référer. Mais vous allez me référer pour obtenir, donc vous allez m'obtenir une entrevue. Après, c'est à moi de faire mes efforts, de faire mes preuves devant le recruteur et passer le processus, c'est bien ça? Pour être très honnête, Lamine, même pas. Te référer, c'est faire lire ton CV par quelqu'un. Mais au moins, je te donne la chance que ton CV soit lu. D'accord. Si tu as bien préparé ton CV, tu as déjà un long chemin qui a été fait. Donc moi, je vais t'aider juste à ce qu'un être humain lise ton CV.
Donc, vous m'ouvrez la porte et moi, Exactement. voilà, c'est ça. Moi, je vais faire les pas et je vais essayer de monter les escaliers et arriver à la maison. Donc, c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de gens. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit sur l'une de mes chaînes, sur les réseaux sociaux, il m'a dit, donc le piston, même au Canada, non, c'est pas une question de piston. Oui. Parce que moi, je vais te prendre la main jusqu'à la porte. Mais après, c'est à toi de voir si tu es capable de franchir cette porte. Oui, effectivement. L'entreprise, elle n'est pas à moi. Oui, exactement. Ouais. Donc, si tu n'es pas compétent, si tu ne fais pas l'affaire, on ne va pas te prendre. Mais moi, par contre, ce que je vais faire, je vais juste te montrer la bonne porte. C'est tout. Donc, si tu as 10 personnes comme moi dans ton réseau, tu vas avoir une dizaine de portes au moins chaque mois. Une sorte de carnet d'adresses qu'on appelait en Algérie, un carnet d'adresses, mais avec des éventuelles opportunités. Un carnet d'adresses, pas seulement pour s'envoyer des messages en nouvel an pour se souhaiter bonne année. Oui, effectivement. Professionnellement parlant, c'est totalement différent. Il faut maintenir le contact et il faut rester actualisé sur ce qui se passe autour de nous. Et il faut toujours renoncer. Lamine, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que tu penses à moi dans le cas où tu as une opportunité autour de toi. Tu vas toujours continuer à penser à moi. Oui. Et si j'ai 100 personnes, donc mes chances sont multipliées par 100. Si j'ai 100 personnes dans mon réseau, et ainsi de suite. Oui. J'aimerais juste revenir sur l'événement, donc l'événement de réseautage. Quand on va dans un événement, donc ce que vous avez dit est très intéressant parce que d'un côté, donc il y a deux choses. Donc il y a le fait de gagner en visibilité. Donc vous êtes visible, les gens, votre nom revient souvent. Donc là, vous devenez plus prégnant dans l'esprit des gens. D'un autre côté, vous apprenez parce que vous rencontrez des gens qui font des choses complètement différentes. Ah oui. Donc là, vous allez ouvrir votre horizon sur autre chose. Exactement. Une erreur que moi j'ai constatée que les gens font, par exemple, quand ils vont dans des événements de réseautage, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment pensé ou réfléchi à leur value proposition. Ouais. Quelle est votre valeur ajoutée? Donc, si vous allez dans un événement, vous allez en quelque sorte aussi vous vendre. Ça, vous n'allez pas avoir un poste, mais vous allez vous vendre. Mais qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous allez apporter à la table? Les gens, ils vont venir avec, par exemple, une palette d'expérience, mais c'est pas une value proposition qui est vraiment bien définie, parce que il faut la définir selon le marché canadien. Exactement. C'est ça. Donc, il faut aussi réfléchir à faire un bilan des compétences, des choses qu'on a faites, et le transmettre, le traduire, on va dire, en termes qui vont correspondre au marché canadien. Tout à fait. Donc tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, je rejoins ce que tu as dit, Lamine, parce que en allant dans un événement de réseautage, comme on vient de dire, parfois on rentre avec une idée et on sort avec une idée totalement différente. Ouais. Il y a des gens qui sont allés dans des événements de réseautage à la recherche de recruteurs. Ils sont sortis de là-bas avec une opportunité de business. Bah voilà, c'est ça. Donc il faut ce que je veux dire. C'est extraordinaire. Il ne faut pas se limiter. Ouais. Il faut sortir du lot. Et aussi le conseil que je donne aux gens, que je conseille toujours ça aux Algériens parce que je suis plus en contact avec des Algériens. Ouais. Sortez de la communauté algérienne. Ouvrez-vous sur les autres. Oui. Il faut regarder ce que font les autres. Quelle est leur culture? Quelle est leur façon de voir les choses? Et c'est comme ça qu'on peut apprendre. C'est bien de rester au sein de la communauté, on ne se sent pas perdu, on ne se sent pas seul, on sent toujours cette chaleur de chez nous, cette convivialité, c'est bien. Mais ça ne construit pas un avenir, pour dire les choses encore plus franchement. Si on pense du point de vue professionnel, oui, effectivement, parce que c'est une communauté, c'est comme vous avez dit, il y a l'entraide, l'échange, la solidarité, c'est très très bien. C'est des valeurs que nous chérissons tous, mais professionnellement parlant, il faut effectivement sortir de la communauté. Tout à fait. Intéressant. Donc, en parlant aussi de... Donc, là, on parle justement de l'aspect professionnel. Pour sortir de la communauté, quelles sont les avenues? Est-ce que c'est quoi? C'est le bénévolat? Est-ce que tout le monde doit ouvrir une chaîne sur YouTube, sur Instagram? Ou qu'est-ce que les gens doivent faire? Alors, nous avons déjà... Il y a déjà les groupes sur les réseaux sociaux, les groupes sur Facebook qui sont destinés que ce soit aux nouveaux arrivants, aux communautés, des groupes d'appartenance religieuse ou communautaire ou linguistique qu'on peut déjà rejoindre. Ça va déjà nous aider à connaître les gens. Donc vous-même, vous avez une chaîne, pas une chaîne, mais un groupe sur Facebook. Tout à fait. Ça s'appelle DZ Ontario. DZ Ontario, tout à fait. Oui, c'est là où tout a commencé. Donc le but, c'était de connaître
en tant que nouvel arrivant, si j'ai des Algériens autour de moi. Oui, Donc, excellent. c'est ce que j'ai fait et alhamdoulilah, c'est un très bon groupe. Ça nous a permis de connaître des gens très, très, très charmants, très, très gentils. Ça nous a permis aussi de faire de l'entraide, de la solidarité, d'organiser Super. des événements, de se voir, de s'entraider, de proposer du travail quand il y a l'un des membres qui travaille au sein d'une entreprise qui recrute, il partage ça, et il y a l'autre qui présente sa candidature, etc. Ça a permis aux gens de trouver du travail, de trouver du logement, de devenir des amis, de faire des activités ensemble. Ça, c'est une sorte de réseautage. Rien qu'au sein de la communauté algérienne. Imagine si c'était avec d'autres communautés. Oui. Ça aurait été encore plus riche. Donc, encore une fois, c'est ça le conseil. Il faut s'ouvrir sur les autres communautés si on veut avancer. Et quand on parle communauté, on ne parle pas de communauté ethno-linguistique ou socio-linguistique, on parle de communauté d'affaires, on parle de... Exactement. C'est ça, donc on parle de communauté de sport, Exactement. sportive, associative, Tout à fait. bénévole. Donc Tout on ne à parle fait. pas d'une culture spécifique Non. ou d'une religion ou Non. d'une géographie. Non. C'est Et ça. tout ça Ouais, aide. ouais. Et même le bénévolat que tu as mentionné, Lamine, Ouais. c'est quelque chose qui aide, que ce soit professionnellement ou socialement. Ouais. Ça aide beaucoup. Super. Donc il nous reste 2 minutes. Écoutez, la discussion est passionnante avec vous. Merci beaucoup. Merci. C'est excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez mentionner qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, d'autres sujets que les immigrants, peut-être pour une prochaine émission? Oui, donc les enjeux, ce sont les enjeux ou les challenges que le nouvel arrivant francophone rencontre ici. Il y a aussi l'histoire du logement qui reste un peu le cauchemar de tout le monde, Oui. avec les conditions qu'on exige. On ne peut pas exiger à un nouvel arrivant d'avoir un historique de crédit, et un référent et tout ça. C'est un peu difficile, mais ça fait partie du fait qu'on a dit que le rêve canadien n'est pas rose. Oui. C'est un combat à mener, mais la fin serait juste, comme on dit, un happy ending. Happy ending. Merci pour ce mot de la Je te fin. remercie moi-même, Lamine, pour cette opportunité. Ce fut vraiment un plaisir de te voir. Vraiment. Le plaisir est partagé. Donc, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi notre émission. Comme M. Guéraud l'a dit, donc le rêve canadien existe et ça vaut le coup. Merci de nous avoir regardés et je remercie encore une fois notre invité et on se voit très bientôt. Merci. J'espère que vous avez aimé la discussion. Donc, Monsieur Mohamed Sultan Guéroud est très intéressant. Il a beaucoup de conseils et d'astuces à donner. Donc, on le remercie chaleureusement pour avoir fait le trajet de Toronto pour venir ici à Ottawa nous parler des défis auxquels les immigrants font face actuellement. Donc, comme vous l'avez pu constater, il faut s'ouvrir, il faut élargir ses horizons. Donc, les francophones ne doivent pas se limiter aux provinces traditionnellement francophones telles que le Québec ou le Nouveau-Brunswick, mais s'ouvrir à d'autres provinces, puisque c'est un enrichissement et c'est aussi une opportunité d'apprentissage et d'ouverture en dépit des challenges ou des défis linguistiques que les gens peuvent avoir au début. Donc ainsi s'achève notre émission. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que le contenu vous a plu et on vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Prenez soin et à très bientôt.